Bonjour, chers téléspectateurs. Je ne le rappellerai pas assez. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous. Aujourd'hui, nous avons une journée extrêmement particulière. Il s'agit du samedi 2 novembre 2024. Et je rappellerai à ceux qui ne le savent pas que le 2 novembre, c'est la fête des morts. Et que hier, le 1er novembre, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints. Généralement, les cimetières fleurissent, les cimetières sont remplis, tout simplement parce que chacun de nous a une pensée noble, pieuse et particulière pour ceux des nôtres, les êtres qui nous étaient chers, des êtres qui sont chers pour nous, qui ont disparu et pour lesquels on souhaite généralement, et on a une pensée en se disant qu'ils sont tous des saints, parce que c'est pour ça que généralement, le jour de la Toussaint est férié et le jour des morts, en réalité, le 2 novembre, il y a beaucoup plus de calme et on peut y aller. Mais en ce qui nous concerne, nous voulons donc avec vous avoir une pensée pieuse et noble pour tous ceux qui nous ont quittés. Nous leur souhaitons de reposer en paix. Mais nous avons également une particularité. Nous voulons avoir une pensée noble, pieuse pour les victimes de l'intolérance politique et surtout ceux qui ont perdu leur vie pour le combat, pour la libération du Congo, ceux qui se sont battus pour le changement de constitution, ceux qui se sont battus contre le changement de constitution et autres. Mais enfin, nous essayons de nous rappeler de ce que nous avons dit à la conférence nationale et nous allons y venir. Mais nous n'oublierons pas d'avoir une pensée pieuse et noble pour nos grandes personnalités. En cela, je pense au président l'abbé Fulbert Youlou, je pense au président Alphonse Massamba Deba, je pense au président Mariam Wabi. Est-ce qu'on peut vous demander si vous êtes satisfait de l'entretien que vous avez eu avec le président Pompidou? Oui. Je dois dire que je suis satisfait. Les entretiens que j'ai eus avec le président Pompidou, parce que toutes les questions que nous avons abordées ont, à mon avis, trouvé leur solution. Solution à court et à long terme. Je pense que vous nous en direz plus long tout à l'heure, Monsieur le Président, à la conférence de presse. Alors je pense. Je vous remercie. Effectivement, il nous reste quelques minutes seulement et je crois que vous aurez l'occasion de poser encore d'autres questions. Je suis à votre disposition, madame. Merci. Voilà, Monsieur le Président. Eh bien, merci, Monsieur Metier. Le 28 juillet 1959, l'Assemblée nationale a ratifié les accords passés avec la République française par lesquels nous avons accédé cette nuit même à l'indépendance. Cette indépendance de la République du Congo, mes chers concitoyens, je la proclame solennellement et universellement. Nous sommes ici tous associés en cette heure historique à la réalisation du vœu unanime du désir le plus cher de tout notre peuple. Vous allez manifester à juste titre votre allégresse, car il est bien vrai que nous vivons un jour faste, et ce 15 août 1960 doit être consacré à la joie. Mais cette journée doit être aussi un moment de réflexion, car elle marque une étape essentielle
de la vie de notre État. Dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle, dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Je pense au président Jacques Jachin Yombi Opango, je pense au président Pascal Lissouba, sans oublier d'autres très grandes personnalités comme le cardinal Émile Biayenda, comme Monseigneur Kombo, comme Jacques Opango, comme Tchichele Stéphane, comme Kikou Gambot, comme Bernard Kolela, Jean-Pierre Tissé Chikaya, Guy Brice Parfait Kolela et bien d'autres. Mais je n'oublie pas ceux qui étaient tout récemment dans le combat avec nous et qui nous ont quittés. Je sais qu'ils sont très nombreux et je vais essayer d'épingler un petit échantillon. Je pense en cela à Augustin Kalakala, je pense en cela à Roland Gambou, je pense en cela à notre frère Ngoya Kessi et bien d'autres. Ils sont extrêmement nombreux. J'en profite au moment où j'en parle pour dire que j'éprouve une grande tristesse chaque fois qu'on arrive à cette journée, parce que je suis toujours préoccupé par le fait que le président Alphonse Massamba Deba, qui a été notre président de 1963 à 1968, n'a toujours pas de sépulture digne de ce nom. Et que nous, les acteurs politiques, les gouvernants, nous sommes souvent insensibles à ce problème que nous devons régler. Moi, par exemple, j'en suis toujours extrêmement préoccupé lorsque j'arrive au mausolée Pierre Savorgnan de Brazza et que je ne comprends pas qu'on ait pu ériger ce beau mausolée pour Pierre Savorgnan de Brazza et que pour l'un des pères fondateurs de l'indépendance, quelqu'un qui a dirigé le pays, qui a laissé des souvenirs qui sont restés, mais malheureusement, il y a cette situation. C'est pour ça que je commencerai par interpeller les gouvernants, interpeller les acteurs politiques, pour dire franchement, il faut que nous prenions le courage. C'est vrai, il y a beaucoup de contentieux, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de problèmes à régler dans ce pays. Mais ce problème est l'un, comme j'ai de temps en temps évoqué le fait qu'on devrait avoir une structure particulière pour le repos de nos personnalités illustres, de sorte que l'abbé Fulbert Youlou ne devrait pas se trouver à Madibou, Jacques Opango ne devrait pas se trouver à Bunji, Stéphane Tchichele ne devrait pas se trouver là où il est aujourd'hui. Bref, c'est toute cette situation que je tiens à rappeler. Mais, profitant de la circonstance, je tiens aussi à dire que dimanche dernier, il s'est tenu, je dirais peut-être un événement tout à fait particulier. Il y a une messe, une prière qui a été organisée pour la paix, pour le maintien de la paix dans ce pays. Je ne sais pas si c'est une heureuse coïncidence ou un pur hasard qu'aujourd'hui, le 2 novembre, au moment où nous parlons de la fête des morts, nous avons comme une coïncidence avec cette situation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons voulu essayer de méditer, de penser sur un thème que nous allons intituler « La paix au Congo ». Parlons-en un peu, parlons-en de notre paix. Et pour en parler, moi, j'ai essayé de me référer au dictionnaire. Et dans le dictionnaire, j'ai cru percevoir que la paix, c'est pratiquement les rapports calmes entre des citoyens, l'absence de troubles, l'absence de violence. C'est comme les rapports entre des citoyens sans le moindre conflit. Et je crois que ça m'a permis de réfléchir et de me poser la question. Est-ce qu'au Congo, nous sommes en paix? Est-ce qu'il y a la paix au Congo? Le problème est tellement important qu'il faut l'aborder avec beaucoup d'intérêt et qu'il faut essayer d'avancer. Mais pour avancer, puisque nous avons longuement, j'étais l'un des conférenciers de la conférence nationale souveraine, je tiens à faire le rappel que cette situation a fait l'objet des discussions particulières
lors de cette conférence nationale souveraine de 1991. Et nous sommes arrivés à cette occasion à une conclusion très simple, mais qui perdure et qui est d'actualité. C'est que notre histoire politique est jalonnée par la violence politique, qui s'est illustrée par l'assassinat de plusieurs filles et fils dignes de notre pays, parfois innocents. Et je crois que l'on se rappellera de ce discours inoubliable de Jean-Pierre Tisser-Chikaya, où évoquant cette question, il a évoqué « plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça ». En fait, rupture et changement. Sa tenue marquera d'un saut particulier l'histoire de notre pays. Le moment présent est une grande victoire parce que nous en sommes convaincus. La raison a triomphé de nos égoïsmes, de nos rivalités, en un mot de nos faiblesses, pour nous faire entrer dans un monde de meilleur partage et de respect de la différence. Il trouve sa claire explication dans l'aspiration légitime des peuples du monde à la liberté, à la démocratie et au mieux-être. Nous louons en cela les efforts d'imminentes personnalités de notre planète, notamment les hommes d'église et Monsieur le Président de l'Union des républiques socialistes soviétiques, Mikhail Gorbatchev, qui en lançant la perestroïka et la glasnost a contribué à l'accélération de ce processus. Comment une démocratie? Au Congo, le pouvoir a voulu bloquer, sinon empêcher, l'avènement du multipartisme. Dans les régions, des meetings ont été organisés par les commissaires politiques, membres du comité central du Parti congolais du travail, pour soutenir le parti unique en réveillant les vieux démons de la division, en particulier le tribalisme. En juin 1990, le Parti congolais du travail parlera de multipartisme à terme. Le peuple a bien compris les intentions de ceux qui, sans se soucier de sa misère, n'avaient qu'une préoccupation, s'accrocher au pouvoir pour le pouvoir. Et pourtant, après la conférence nationale, nous avons retrouvé les vieux démons. Nous avons connu des situations extrêmement difficiles, des conflits fratricides, des guerres fratricides dans notre pays. Le paroxysme ayant été atteint par la guerre dite du 5 juin, dont le bilan a été extrêmement lourd, tant du point de vue de la perte des vies humaines que du point de vue de la destruction des biens sur plusieurs plans. Plus proche de nous, nous avons ce qu'on appelait la guerre dite du Poul, qui a fait également plusieurs victimes, au cours de laquelle on a connu des exécutions sommaires, au cours de laquelle il y a eu la destruction des biens, au cours de laquelle il y a eu déplacement des populations. À Lutete, dans la région de la Bwenza, dans le sud du Congo-Brazzaville, plus de 6000 déplacés du Poul vivent dans des conditions de vie précaires. Le PAM, le Programme alimentaire mondial, a entamé ce samedi une opération de distribution de vivres à l'appel des autorités. Un léger soulagement qui n'enlève rien au désir des populations de retourner dans leur localité d'origine. Elle invite ainsi les autorités à créer les conditions d'un retour effectif. Je ne fais absolument rien ici à l'UTT. Moi, quand j'étais à Lombo, j'ai fait un grand pisciculteur, j'ai un grand éleveur, j'ai un grand scieur, j'ai fait scier de la planche là-bas. Mais arrivé ici, et le matériel que j'avais a été pillé par la force publique. Ils ont brûlé ma maison, ils ont détruit. Et arrivé ici, ça ne m'arrange pas. Ici, dans le village de Kimwanda, la plupart des déplacés sont arrivés en juin dernier. Ce qui prouve que la crise du Poul qui a débuté en avril 2016 a eu des conséquences jusqu'à maintenant. Jusqu'ici, le déplacement s'est produit en juin. Donc en juin et en juillet, c'est la solidarité qui a joué entre la population locale envers les populations déplacées. Nous avons apporté un stock de riz et d'huile pour pouvoir permettre à soulager, de soulager cette population déplacée. On estime à 81 000 le nombre de personnes ayant fui leur village depuis le début des violences dans le Poul. Pour l'ambassadeur américain au Congo, c'est un geste salutaire que son pays apporte à ces populations démunies. Nous avons répondu et je suis
vraiment très fier de mon pays maintenant que nous pouvons aider un ami quand, dans une situation difficile. La situation dans le pôle se dégrade au fil des jours. Selon des chiffres officiels, plus de 130 000 personnes sont en détresse dans cette partie du pays en proie à des combats entre groupes armés et forces républicaines. Mais tout récemment, nous y avons pensé lorsque sur la chaîne télé TV R7, nous avons rappelé la révélation faite par le citoyen angolais, le panafricaniste Laurent Sokoko, lorsqu'il a évoqué cette affaire de complot international qui était monté contre le pays, qui était basé sur l'assassinat du président de la République. Ce qui nous ramenait à réfléchir un peu sur les événements que nous avons connus avec l'assassinat du président Marien Ngouabi. Ça veut dire en fait que notre situation se caractérise par un paradoxe entre ce que l'on se dit et ce que l'on fait. Et c'est très dangereux parce qu'il faut que nous allions vers une démarche irréversible, vers la paix. Pas n'importe quelle paix, la vraie paix, la paix des cœurs. Celle qui amène la tranquillité, celle qui permet le véritable vivre ensemble, qui nous permet d'avancer et d'aller de l'avant. Puissions-nous, puisque les Congolais vraiment en veulent, ils sont lassés de tout ce que l'on a connu. Et ils veulent véritablement que nous ayons une démarche irréversible pour la paix. Mais pour cela, il y a un certain nombre de questions que nous devons nous poser. Et je vais essayer de les poser pour qu'avec vous, nous méditons. La première question à laquelle j'ai réfléchi est la suivante. Peut-on parler de paix et ne pas respecter les lois et règlements de la République? La réponse que je donne est non. La réponse que je donne est non. Parce que la Constitution est sacrée. Et chacun de nous est tenu de la respecter. Elle s'impose à tout le monde. Je tiens à rappeler que l'article 50 de cette Constitution dit que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations vis-à-vis de l'État et de la société. Les choses sont claires. En cela, je me permets également de rappeler, et j'aime toujours à le rappeler, la déclaration de l'opposant Denis Sassou Nguesso en novembre 1992. Lorsqu'il déclare, j'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Nya nya! Nya nya! Pendant de longues années, nous nous sommes battus pour la paix, pour l'unité nationale, et nous en avons donné les preuves. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et il a ajouté en tant que chef de l'État, président de la République, dans son message sur l'état de la nation en 2020, que nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Ce qui veut dire que tout le monde est d'accord pour dire que la Constitution est sacrée et que nous avons le devoir de la respecter. Et dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique aujourd'hui, nous constatons une première chose. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. C'est le parti au pouvoir depuis plus d'une quarantaine d'années, mais il n'est pas en conformité avec la loi. Et par rapport à ça, il aurait dû être sanctionné conformément à l'article 31 de la loi sur les partis politiques
qui stipule clairement qu'en cas de violation des lois et règlements de la République ou de troubles à l'ordre public par un parti ou un groupement politique, mais le ministre de l'administration du territoire suspend ce parti et ferme ses locaux. Et nous nous posons la question, si nous voulons de la paix, comment peut-on expliquer que jusqu'à présent, bien que nous l'ayons dénoncé à plusieurs reprises et que nous le dénonçons chaque fois que cela est possible, que le Parti congolais du travail n'est pas sanctionné? La deuxième chose que je vais évoquer dans cette rubrique, et il ne faut pas s'en cacher, le président de la République est en situation délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Assez souvent, on me dit, mais je le dis et le redis parce que depuis qu'on le dit, cela n'avance pas du tout. Le président de la République est président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui stipule clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. La troisième chose que je vais évoquer et que je vais relever, mais c'est que ce soit le président de la République, que ce soit les autres gouvernants, que ce soit les acteurs politiques qui ont été élus ou nommés à une autre fonction, ils n'ont jamais déclaré leur patrimoine lors de leur prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Ça veut dire qu'en fait, nous avons un véritable problème. Et c'est là où je passe à la quatrième chose. Le président de la République ne respecte pas le serment qu'il a prêté de respecter et de faire respecter la Constitution. Je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État. Respecter, nous avons fait apparaître quelques aspects. Faire respecter, mais s'il faisait respecter, le PCT aurait déjà été suspendu. Évidemment, je sais que ça pose un problème parce que lorsqu'on viole la loi, on n'en connaît pas toujours les conséquences. La conséquence ici, le PCT est suspendu, c'est que tout tombe. L'Assemblée tombe, le Parlement tombe, le Sénat tombe, et on n'a pratiquement plus recours et on doit pratiquement avancer. Mais la loi, c'est la loi, elle est Dieu. Nul n'est au-dessus de la loi et la loi doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Voilà un premier aspect que je tenais à soulever. Le deuxième aspect que je tenais à soulever. Peut-on aimer la paix et porter atteinte à l'alternance démocratique? J'évoque cette situation parce que ce soit la Constitution de mars 1992, que ce soit la Constitution de janvier 2002, elles ont consacré le principe de l'alternance démocratique, puisqu'elles ont retenu le principe de la limitation des mandats à 2. Et que dans la Constitution du 20 janvier 2002, il y avait un verrou qui disait clairement que la Constitution ne pouvait pas être révisée en ce qui concernait la révision, la limitation des mandats. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé avec le changement de Constitution en 2015. Mais ce que nous pouvons rappeler à ce propos, c'est que les gouvernants ont approché, ont envoyé des émissaires auprès de Jean-Louis Debré, qui était à l'époque président du Conseil constitutionnel en France, pour essayer de lui demander comment on pouvait modifier la Constitution pour permettre au président Denis Sassou Nguesso de demêler au pouvoir. Et après avoir lu notre Constitution, la réponse de Jean-Louis Debré était claire. Ce n'est pas possible si l'on veut respecter la loi. Et si on l'a fait, ça veut dire qu'on n'a pas respecté la loi. Et si on n'a pas respecté la loi, est-ce qu'on est des hommes de paix? C'est ça le problème essentiel. Maintenant, s'agissant toujours du changement de constitution, nous tenons à rappeler que non seulement nous pouvons dire, parce que j'étais du camp de ceux qui s'opposaient farouchement en dépit des dégâts et du bilan extrêmement macabre que nous avons eu au
cours duquel nous avons perdu beaucoup des militants de l'opposition. Mais nous pouvons dire que nous n'avons pas respecté l'acte constitutif de l'Union africaine qui rejette et condamne tout changement anticonstitutionnel de gouvernement. La Constitution de 2002 dont nous parlons, c'est une Constitution qui, historiquement, arrive à un moment où l'État est détruit, l'économie nationale est en déshérence, l'administration, la force publique, l'armée, tout cela n'existe plus dans le pays. De même que nous n'avons pas respecté la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui énonce clairement que tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte à l'alternance démocratique est un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions. Et en cela, j'ai tout de suite une idée. C'est la déclaration du président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, lors de l'Assemblée générale, je crois que c'est la 76e Assemblée générale, lorsqu'il a déclaré que le putschiste, ce n'est pas seulement celui qui prend l'arme pour déposer un régime, que les putschistes les plus nombreux sont ceux qui tripatouillent les constitutions pour demeurer éternellement au pouvoir. À Monsieur le secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, je le remercie pour le dévouement avec lequel il dirige notre organisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en venant prendre part aux travaux de la 78e section ordinaire, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses salutations du peuple souverain de Guinée. Mon pays qui continue de fonder un espoir en l'Organisation des Nations Unies pour trouver des solutions idoines aux questions auxquelles notre monde continue d'être confronté. Dans ce cadre, Monsieur le Président, nous pensons que les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. L'objectif du thème de la présente session, paix, prospérité, progrès, durabilité, est d'actualité. Évocateur et mérite une attention particulière de notre part. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putschs militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui le condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes
les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux. Et nous sommes au regret de constater, mais avant de le dire et de faire ce constat, nous devons rappeler que l'indice de démocratie du Congo est de 2,79 sur 10 et classe le Congo parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Il y a des déclarations que nous aimons faire pour dire que la démocratie marche très bien au Congo. Et nous avons un œil, un regard tout particulier pour les pays comme le Sénégal, pour les pays comme le Niger, pour les pays comme le Ghana et bien d'autres qui respectent le principe de l'alternance démocratique et la limitation des mandats. Au Ghana, par exemple, c'est un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Et nous avons tous suivi comment le président Nana Akufo-Addo a annoncé qu'il a fait ces 2 mandats, il ne sera plus candidat. Parce qu'après le pouvoir, il y a toujours une vie. Et on voit ce qui se passe, par exemple, au Nigeria, avec le président Obasanjo, qui, après la présidence, quand il a quitté, il a trouvé des activités et il mène correctement la vie, etc. Mais dans notre pays, nous constatons, et c'est très dur, le président Sassou est pratiquement dans sa 41e année au pouvoir. Et pour l'avenir, c'est des choses que nous ne devions pas tolérer. Il faut que nous revenions au respect strict de la limitation des mandats à 2. Que ce soit un mandat de 4 ans, que ce soit un mandat de 7 ans, que ce soit un mandat de 5 ans, le principe doit être retenu. Parce que c'est toujours ça qui constitue des éléments de perturbation de la paix. Et nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu en 2015 et c'était terriblement regrettable. Maintenant, le 3e point, la 3e question que nous pouvons nous poser. Peut-on aimer la paix et ne pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes? C'est une question fondamentale pour le Congo. Surtout qu'on constate que dans la plupart des pays du monde, les élections sont à la base de plusieurs conflits. Et le Congo n'y a pas échappé. Et nous le savons parfaitement. Et c'est pour ça que les Congolais, surtout après la déclaration dans son livre de Robert Bourgi, selon laquelle, en 2010 en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo qui avait été élu, qu'on s'est dit, ça a conforté les Congolais dans la vision, dans ce qu'ils ont toujours dit, à savoir que depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Est-ce qu'on recherche la paix si c'est dans ces conditions? Je dis non. Et pourtant, nous avons organisé depuis 2009 plusieurs concertations nationales, sans base juridique d'ailleurs, qui n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Et les principaux problèmes de la gouvernance électorale ne sont pas résolus. Et c'est pour ça qu'il y a toujours la pesanteur des conflits. Lorsque une élection approche dans notre pays, ces principaux problèmes, c'est lesquels? Mais nous avons le fait que la Commission nationale électorale congolaise n'est véritablement pas indépendante aux standards internationaux. Nous le savons tous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Nous savons également que depuis la nuit des temps, nous n'avons pas pu régler le problème de la maîtrise, de la maîtrise du corps électoral. Nous savons également que nous n'avons pas pu régler le problème de la fiabilité des listes électorales. Et il y a beaucoup d'autres problèmes, comme le problème du plafonnement des dépenses de campagne et autres, qui ne sont pas du tout résolus. Et comment voulez-vous parler de paix si ces problèmes ne sont pas résolus? Et plus récemment, on a publié les résultats du recensement général de la population, le 5e, je crois,
et on a voulu essayer de parler de biométrie. Mais très rapidement, les voix se sont élevées pour dire que ce recensement posait des problèmes, en dépit du fait que le Conseil des ministres s'est retrouvé et a déclaré que ce recensement s'était réalisé dans la perfection, etc. Non, non. Mais ce que je viens de dire plus haut ne peut pas rassurer en ce qui concerne l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Vous avez le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi. Vous avez le président de la République qui n'est pas en conformité avec la loi. Et on déduit à partir de la situation du président de la République que c'est le président du Parti congolais du travail qui organise les élections. Est-ce que le président du Parti congolais du travail peut organiser des élections libres, démocratiques et transparentes? La réponse que je donne est non. Et comment on fait? Et j'ai déjà noté quelque chose que j'ai dénoncé à plusieurs reprises. Le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté, l'arrêté 13 205 du 21 octobre 2020. Il y a eu d'autres tests qui ont été pris en 2018, je crois, et en 2022 par les directeurs généraux de l'administration du territoire, déclarant les partis conformes à la loi. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde de près, ces partis ne sont pas conformes à la loi. Mais quand on déclare conforme à la loi des partis qui ne le sont pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la voie ouverte à la fraude électorale, c'est la voie ouverte à la tricherie, c'est la voie ouverte à l'irrespect des lois et règlements de la République. Et ça permet de constater que depuis 2002, aucune élection organisée au Congo ne s'est réalisée dans le respect des lois et règlements de la République, mais elles se sont plutôt réalisées dans le déni de la Constitution. Donc c'est toujours, on fait peser des menaces sur la paix, et c'est extrêmement difficile à supporter. Maintenant, le quatrième point, la quatrième question que je vais me poser est la suivante. Peut-on aimer la paix et ne pas garantir une justice équitable à tous les citoyens congolais? Cette question est d'autant plus fondamentale que l'article 15 de notre Constitution est clair. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine ethnique, familiale, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Les choses sont claires. Mais dans la réalité, sur ce créneau, qu'est-ce que nous constatons? Mais nous constatons qu'il y a une justice à deux vitesses qui s'acharne sur les opposants. Je dis bien qui s'acharne sur les opposants. Parfois même, on s'acharne dans les lieux de travail sur les proches, les enfants, les membres des familles de ceux qu'on considère comme opposants, c'est-à-dire les personnes avec lesquelles on ne partage pas la même façon de voir les choses. Est-ce que c'est sérieux? Et dans le même temps que constatons-nous, dans le même temps, nous constatons que les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la crise, dans la situation, dans le chaos que nous vivons maintenant, ne sont nullement inquiétés. Et ça, c'est très difficile à accepter. Surtout que dans les déclarations, nous sommes clairs. La première déclaration à laquelle je vais faire allusion sur ce point, c'est la déclaration du président Denis Sassou Nguesso le 14 août 2009. Lorsqu'il a déclaré, je ne surprends rien, je ne surprends personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiformes, le Congo n'est pas encore, hélas, exempt de corruption, de concussion, de fraude, de détournement des biens publics et autres. Et il dit bien, là, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Top 20 des pays les plus corrompus d'Afrique en 2022. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie dans les pays d'Europe, d'Amérique et les pays les plus corrompus d'Afrique. Ceci entrave le développement économique et intensifie davantage les inégalités, la pauvreté,
la division sociale et la crise environnementale. Sur tout le continent africain, la corruption est alimentée par un certain nombre de facteurs tels que l'instabilité politique institutionnelle et diverses formes de défis sécuritaires causés par les conflits violents. Transparency International utilise l'indice de perception de la corruption pour classer les pays du monde entier sur une échelle de 0 à 100, 0 étant le plus corrompu et 100 le moins corrompu. L'indice suit la corruption du secteur public dans le monde depuis 1995. Le dernier rapport de l'IPC a montré que le score moyen de l'indice en Afrique est de 33, soit le plus bas du monde. 1. Le Sud-Soudan. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 11, le plus bas du monde. 2. La Somalie. Ce pays a un score d'indice de perception de la corruption de 13. 3. La Libye a un score d'indice de perception de la corruption de 17. 4. Le score d'indice de la perception de la corruption est de 17 en Guinée équatoriale. 5. La République démocratique du Congo. La RDC a un score d'indice de perception de la corruption de 19. 6. Le Burundi, ce pays d'Afrique de l'Est a également un score d'indice de perception de la corruption de 19. 7. Le Tchad a un indice de perception de la corruption de 20. 8. Le Soudan a un score d'indice de perception de la corruption de 20. 9. Les Comores. Le score de l'indice de perception de la corruption de cette nation insulaire est également de 20. 10. La Guinée-Bissau a un score d'indice de perception de la corruption de 21. 11. Le Congo. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 21. 12. L'Érythrée a un score d'indice de perception de la corruption de 22. 13. Le Zimbabwe, l'indice de perception de la corruption est de 23. 14. Le Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique a un indice de perception de la corruption de 24. 15. La République centrafricaine a un score d'indice de perception de la corruption de 24. 16. Pour la Guinée, l'indice de perception de la corruption est de 25. 17. Le Mozambique. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 26. 18. Le Madagascar. L'indice de perception de la corruption est de 26. 19. L'Ouganda. Le score de l'indice de perception de la corruption est de 27. 20. Le Cameroun. L'indice de perception de la corruption est de 27. Mais qu'on nous explique pourquoi depuis 2009, aucun gouvernant n'a été interpellé. Et pourtant, les scandales, nous y revenons régulièrement. Ils sont extrêmement nombreux. Et c'est justement je ne parlerai pas de complaisance, mais cette complicité qui a plongé le Congo dans la situation que nous connaissons maintenant, le chaos que nous vivons maintenant. Et je suis souvent peiné d'entendre le Premier ministre Anatole Kouliné-Makuso, sinon c'est le ministre de l'économie et des finances, sinon celui du budget, parler des tensions de trésorerie, de renflouer les caisses de l'État. Mais il vous faut un minimum de courage et de volonté politique pour régler ce problème. Les faits, ils sont là. La loi a prévu ces dispositions. Comment peut-on expliquer le comportement des gouvernants lorsqu'on sait, il y a par exemple ce problème des 14 000 milliards d'excédents budgétaires. Comment peut-on comprendre ce problème lorsqu'on sait que 6 Congolais détiendraient dans les paradis fiscaux près de 5 500 milliards de francs CFA? D'entre eux posséderaient plus de 2000 milliards. Et j'ai fait la démonstration. À supposer qu'il soit ministre d'État et qu'il gagne 15 millions par mois avec une indemnité de logement de 2 millions, ça fait 17 millions. En un an, il a 204 millions.
En 10 ans, il a 2 milliards, 40 millions. En un siècle, en 100 ans, il a 20 milliards, 400 millions. Expliquez-moi comment il peut avoir 2000 milliards. Vous voyez bien que... Et comment un gouvernement, avec une justice qui est indépendante, peut rester silencieux devant ce genre de problème? Et après, on parle de résilience de la population, on parle de crise mondiale qui est à la base de la... Non, c'est la mauvaise gouvernance. Et c'est justement parce que la justice fonctionne à deux vitesses qu'elle ne s'attaque pas au véritable mot que nous connaissons, la situation que je viens de décrire. Et la cinquième question, je vais me la poser. Peut-on aimer la paix lorsque la majorité de la population est plongée dans une misère et dans une souffrance à la fois intolérable et inacceptable? Ces jours-ci, nous voyons ce qui se passe au plan économique, financier et social. Et à l'étranger, les gens s'interrogent. Comment dans ce pays on peut arriver à ce qu'une structure puisse avoir 120 mois d'arriérés de salaire? C'est vraiment difficile. Comment comprendre que, par exemple, à la morgue de Dolisie, on ait 76 mois d'arriérés de salaire? Ça veut dire 6 ans et quelques mois. Les syndicats sont où? Les contre-pouvoirs sont où? L'information circule-t-elle? Y a-t-il, oui ou non, bonne gouvernance? Comment on fait pour avancer? Mais on ne peut pas évoquer ça sans évoquer la situation des retraités, qui aujourd'hui, avec le fait qu'on soit en novembre maintenant, les retraités, rien que pour l'année 2024, ils ont 4 mois d'arriérés de pension. Ils n'ont pas touché la pension du mois de juillet, ils n'ont pas touché la pension du mois d'août, ils n'ont pas touché la pension du mois de septembre, ils n'ont pas touché la pension du mois d'octobre. Et ça, après qu'ils aient rencontré le Premier ministre le 23 juillet, qui leur a donné l'assurance que le mois de juin allait être payé avant le 15 août, ce qui n'a pas été le cas, qui leur a donné l'assurance que fin août et début septembre, le Congo aurait atteint ou réalisé ses équilibres macroéconomiques et qu'on allait rentrer dans l'année 2025 sans le moindre arriéré au titre de l'année 2024. Où en sommes-nous? Fausse promesse de nouveau. Et ça nous amène à nous poser des questions. Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent du Congo? Où va l'argent des mines? Où va l'argent du bois? Où va l'argent du portefeuille? D'ailleurs, je suis très heureux quand on jette un regard sur le budget, l'avant-projet de budget de l'année 2025. Je suis très heureux de constater que la prévision du budget, par exemple, pour les recettes forestières, a doublé par rapport à l'année 2024. Il en est de même pour les recettes minières, qui en 2024 n'étaient prévues qu'à 240 millions, mais qui dans le budget 2025 s'élèvent à 500 millions. Et après, on a le Premier ministre, plutôt le ministre Thierry Lézé-Mongala, qui vient se moquer des Congolais en disant que le retard de paiement des émoluments des ministres constitue pratiquement la réduction des trains de vie de l'État. Et lorsqu'on voit la note que le Premier ministre a prise en termes de réduction du train de vie de l'État, mais on ne pense pas. Pour des gens qui touchent des salaires assez faramineux, et je vous les ai donnés, le Premier ministre congolais gagne plus que le président américain. Le ministre congolais gagne plus que le président français. Ce que le Premier ministre congolais touche en un an, ça permet de payer tout le gouvernement burkinabé en un an. Le Premier ministre chinois, plutôt le président chinois, gagne 1,50 million francs. Le Premier ministre indien, c'est ce pays qui est devenu le pays le plus peuplé du monde. Mais figurez-vous, le Premier ministre indien gagne 1,450 million. Vous ne trouvez pas ça étonnant? Et quand on parle de la réduction du train de vie, etc., non,
Ils sont tellement convaincus que leur gouvernance est bonne, qu'ils peuvent conserver ces salaires. Les autres peuvent mourir, les autres peuvent croupir dans la misère et le reste, ça, ce n'est pas du tout leur problème. Est-ce qu'on peut parler de paix dans ces conditions? C'est pour ça que s'agissant de cette rubrique, nous nous posons un certain nombre de questions au-delà de ce que nous venons de dire, s'agissant de la misère et de la souffrance des Congolais. Est-ce qu'on peut parler de paix dans un pays où on n'a pas d'eau et on n'a pas d'électricité, avec l'hydrographie qui est la nôtre? Est-ce qu'on peut parler de paix? Est-ce qu'on peut parler de paix lorsqu'il y a une mauvaise répartition de la richesse nationale? Cette richesse qui est accaparée par une petite minorité, peut-être près de 5% de la population, qui vit dans l'arrogance, dans l'opulence, qui nargue les 95% du reste de la population. Est-ce qu'on peut parler de paix lorsque chaque jour, il y a une baisse inquiétante du pouvoir d'achat? Est-ce qu'on peut parler de paix lorsqu'on connaît le taux de pauvreté, lorsqu'on connaît le chômage endémique qui touche les jeunes? Est-ce qu'on peut parler de paix lorsqu'en dépit de tout, les conditions de vie des Congolais ne s'améliorent pas? On avait parlé du Congo émergent à l'horizon de l'année 2025, mais nous y sommes là. Il nous reste pratiquement moins de 60 jours. Où est cette émergence? Où en sommes-nous? Ne sommes-nous pas dans le chaos? Est-ce qu'on peut parler de paix lorsque les Congolais s'expriment pour rejeter avec violence les accords signés avec le Rwanda sur la vente des terres et qu'au niveau du gouvernement, on tergiverse pour l'annulation pure et simple de ces accords? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on peut parler de paix lorsqu'on se rend compte finalement que notre jeunesse, qui constitue la majorité de notre population, mais qui est un atout favorable pour l'avenir, mais cette jeunesse est sacrifiée. Elle est sacrifiée par quoi? Mais par des politiques qui ont conduit à un endettement excessif, par des politiques qui n'ont pas permis la qualité, la bonne qualité de la dépense et autres, par la disparition des 14 000 milliards de francs CFA et autres. Dans quelle situation se trouve l'éducation? Dans quelle situation se trouve la santé? Mais on peut poser autant de questions pour se rendre compte en réalité que nous avons de sérieux problèmes. C'est pour ça que nous allons aller vers la conclusion en disant: la situation du Congo en matière de paix se caractérise par le divorce entre le discours des gouvernants et la réalité sur le terrain, tel que c'est fait, que ce soit en matière de gestion généralement, en matière de gouvernance, que ce soit en matière de gouvernance électorale et autres. Tout est fait pour que nous rentrons dans des conflits sociopolitiques. Là, je n'ai pas voulu intervenir sur l'aspect de l'insécurité avec les bébés noirs et les autres. Et je pense, en ce qui me concerne, que nous devons dire tout simplement: il faut, si on veut de la paix, que les gouvernants soient exemplaires. Exemplaires, ça veut dire quoi? Qu'ils montrent l'exemple en ce qui concerne le respect des lois et règlements de la République et qu'ils respectent scrupuleusement les dispositions de la Constitution. C'est en ça que lorsqu'on dit que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, immédiatement, il doit être sanctionné. Et s'il n'est pas sanctionné, on se rend compte que le président ne respecte pas le serment qu'il a prêté, de respecter et de faire respecter la Constitution. Pourquoi alors? Mais nous savons ce qui intéresse les gouvernants actuels. Ils l'ont dit à plusieurs reprises, c'est la conservation du pouvoir. En dépit des résultats négatifs que nous connaissons et que tout le monde connaît aujourd'hui. Nous ne pouvons plus spéculer là-dessus. On va commencer, j'ai commencé à entendre des voix s'élever pour demander
que le président Denis Sassou Nguesso soit candidat à l'élection présidentielle. Mais je tiens à dire à ses compatriotes, le président Denis Sassou Nguesso ne peut pas être président du comité central du Parti congolais du travail. Et le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Vous allez suivre le 28 novembre, quand il va présenter le rapport sur l'état de la nation. Il va commencer par nous rappeler qu'il y a à disposition de la Constitution qui oblige le président chaque année à présenter ses rapports. Mais qu'on lise l'article 80, notamment dans son alinéa 2, qui dit que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et qu'on revienne à l'article 50, qui dit que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution. Et le disant, par exemple, il n'est pas normal qu'il y ait des citoyens qui aient été élus ou nommés à des hautes fonctions publiques, qui ne déclarent pas, par exemple, le patrimoine. Et il y a des sanctions qui sont prévues pour ça. Pourquoi on ne les applique pas? Alors, c'est pour ça que dans ces discours sur la paix, j'ai entendu les mamans parler, semble-t-il, de maintien de la paix. Mais pour maintenir la paix, il faut qu'elle existe d'abord. Avec tout ce que je viens de dire, est-ce que vous avez le sentiment que la paix existe dans notre pays? La réponse que je donnerai est non. Bref. Mais je dis, au moment où nous célébrons la fête des morts, ce 2 novembre 2024, j'interpelle les uns les autres. Et je souhaite terminer mon propos vraiment en suppliant les gouvernants, les acteurs politiques et autres, afin que nous prenions le courage de régler le problème du président Alphonse Massamba Deba. Cette personnalité mérite une sépulture digne. C'est bien que nous allions déposer des fleurs sur la tombe de nos défunts. Mais la famille du président Massamba Deba et tous les autres Congolais qui l'ont connu et qui l'ont aimé comme président souhaitaient également aller déposer une chèvre de fleurs. Pourquoi on les prive de ce droit? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et moi, je dis en ce qui me concerne, je suis particulièrement touché parce qu'on est parti chercher les restes des pièces avoignantes de Brazza, là où ça se trouvait, pour les amener et bâtir le mausolée que nous avons. Mais pourquoi cette injustice? Est-ce qu'après on peut parler de paix? Est-ce qu'après on peut parler de réconciliation nationale? Est-ce qu'on ne voit pas qu'on crée tant de frustration, tant de haine entre nous et que ça ne permet pas d'avoir entre nous des rapports calmes tels que la définition du mot paix a été donnée dans le dictionnaire? Des rapports entre les citoyens sans de moins de conflits. C'est ce que nous voulons avoir. Alors, chers téléspectateurs, j'ai donc voulu profiter de cette journée du 2 novembre, fête des morts en 2024, de vous appeler à une méditation sur ce problème de paix. Il est extrêmement important. Nous avons connu des événements terribles, dramatiques dans ce pays. On se souvient comment nos pauvres mères, nos filles, nos enfants se promenaient avec des baluchons à travers la ville, cherchaient à fuir. Non, nous ne voulons plus vivre de ça. Les Congolais sont lassés de ça. Ils veulent la paix, la vraie paix. Ils veulent des élections libres, démocratiques et transparentes pour qu'eux-mêmes ils choisissent les dirigeants qu'ils veulent voir à la tête de ce pays. Ils veulent qu'il y ait la possibilité de rendre compte dans ce pays pour que ceux qui ont des bilans extrêmement négatifs reconnaissent sur la base de ces bilans que ça a été négatif et qu'on puisse travailler pour l'avenir du pays. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu vous appeler à cette méditation. Je vous laisse consacrer le temps qu'il faut et je pense qu'on pourra y revenir. Mais je pense que c'est un problème extrêmement important. Il est d'autant plus important chaque fois qu'on approche l'élection présidentielle. N'oubliez pas que Jean-Marie Michel Moukoko
Et André Okombisani s'accroupissent en prison depuis pratiquement plus de 9 ans, après qu'ils aient été des candidats à la présidence de la République en 2016. N'oubliez pas, en termes de violence, que nous avons vu les conditions dans lesquelles Kibris Parfait Colonel est mort. C'est un passé révolu. Et je terminerai mon propos en rappelant les propos de Jean-Pierre Tister Tchikaya. Puissions-nous dire à l'unisson, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Et que nous voulons d'un Congo où il fait beau vivre et que chacun de nous puisse se sentir en paix où qu'il se trouve et que nous puissions mener nos activités. Voilà, chers téléspectateurs, ce sur quoi je termine mon propos. Et je souhaite que le 9 novembre, le samedi 9 novembre, que nous ayons un bon thème sur lequel nous allons nous pencher. Encore une fois, je vous remercie pour votre aimable attention et à la semaine prochaine. Merci.